Bonjour, c'est Gaëtan, votre expert informatique. Aujourd'hui, on va parler versionning. Alors, qu'est-ce que c'est que ce mot barbare? En fait, il n'y a pas réellement de mot francisé, mais c'est plus la façon d'utiliser un gestionnaire de version. Donc, une version, c'est en général quand on fait de la programmation ou quand on modifie des fichiers, c'est l'état d'un fichier ou de l'ensemble de fichiers à un instant T. C'est ce qu'on appelle une version. Et il y a des utilitaires qui permettent de gérer ces différentes versions, d'en garder un historique, de permettre d'avoir des comparaisons entre les versions. Et c'est ce que je vais essayer de vous décrire un petit peu aujourd'hui. Alors, de base, à quoi ça sert? Parce qu'on peut très bien remplacer ça par tout simplement conserver ces fichiers, créer des copies et avancer avec des copies dans le temps. C'est effectivement faisable si vous avez un fichier ou deux, ou si vous travaillez sur une image par exemple que vous la modifiez, vous pouvez travailler à chaque fois sur une nouvelle copie de votre image, jour après jour. C'est faisable pendant un temps. Si vous faites pendant un an un travail presque quotidien sur une même image, vous allez très vite vous perdre. Après, c'est mon avis. Maintenant, si vous êtes informaticien ou si vous travaillez sur des fichiers dont vous voulez conserver l'historique et qui sont régulièrement modifiés, vous pouvez là encore créer des dossiers jour après jour, mais plus le temps va passer, plus vous allez avoir de dossiers et moins vous allez savoir comment ces fichiers évoluent. Vous n'aurez peut-être pas besoin de le savoir. À ce moment-là, est-ce qu'il faut vraiment garder un historique? Ça, après, ce sera à vous de voir. Mais dans le cas où vous voulez vraiment conserver un historique, il est à mon sens important de savoir comment évoluent des fichiers. Et ça, c'est dans le cas uniquement où vous êtes tout seul. Maintenant, si vous êtes une équipe à travailler sur ces mêmes fichiers, il peut être important de savoir quelle personne a travaillé sur quel fichier, quelles ont été les modifications qu'elle a apportées, pourquoi est-ce que ces modifications ont été faites. Bref, plein de choses que permettent ces gestionnaires de version ou gestionnaires de source. Il y en a plusieurs qui existent. On va faire par ordre historique. Le plus vieux, donc c'est la notion juste de créer des dossiers. Celui-là, on va le passer. Sinon, c'est CVS, suivi par SVN ou Subversion, et enfin Git, qui est le plus utilisé actuellement aujourd'hui, qui permet le plus de possibilités. Alors, comment est-ce que ça va marcher? En fait, vous allez installer déjà sur un serveur cet outil de gestionnaire de version, donc en l'occurrence Git, parce que je pense que vous aurez du mal encore aujourd'hui à installer les deux autres. Du coup, ce serveur-là ne contiendra que les historiques de vos fichiers. Une fois que ce serveur sera mis en place initialement vide, ou sauf si vous partez de fichiers déjà existants et que vous voulez commencer à utiliser ce gestionnaire de sources à partir d'aujourd'hui, admettons, vous allez mettre les sources, ce sera votre version première que vous allez mettre en place. À partir de là, chaque personne qui voudra récupérer ces sources, donc, au lieu de les récupérer en les téléchargeant via un collègue ou autre, n'aura qu'à appeler ce gestionnaire de sources et à les récupérer. De cette façon-là, elle va automatiquement se brancher sur le gestionnaire de sources et si on l'autorise, va pouvoir apporter des modifications ou au moins les soumettre, de sorte à ce que ces modifications-là puissent être ensuite répercutées chez tous les autres utilisateurs et pouvoir ainsi, et que tout le monde puisse bénéficier des modifications qui ont été apportées. Si on prend l'exemple d'un programme informatique, qu'on ajoute une nouvelle fonctionnalité, et bien si une personne l'ajoute, toutes les autres personnes branchées sur ce gestionnaire n'auront qu'à mettre à jour leur version automatiquement. Ça demande une ligne de code ou un clic sur un bouton si vous utilisez un outil avec une interface et vous récupérez automatiquement la nouvelle fonctionnalité qui a été mise en place. C'est vraiment quelque chose de très puissant, de très utilisé et c'est surtout à mon avis à utiliser dès qu'on veut commencer à travailler à plusieurs sur des mêmes fichiers, qui commence à y avoir beaucoup de fichiers. Ça reste mon avis, mais je pense qu'il est partagé par la très grande majorité des personnes qui travaillent sur des fichiers, notamment les développeurs. On utilise quasiment tous à 99,9% un gestionnaire de sources parce que ça simplifie vraiment la vie de tout le monde. On garde une trace de tout ce qui s'est passé, on sait pourquoi les modifications ont été faites
et ça nous permet surtout d'avoir des processus nettement plus fluides et nettement plus stables. Parce que, admettons que nous ayons une application sur laquelle nous travaillons, mais les modifications, nous ne voulons pas forcément les publier tout de suite. Si on prend l'exemple d'un site web, on n'a pas forcément envie que quelque chose sur lequel on travaille et qui ne marche pas encore tout à fait arrive jusque sur le vrai serveur final, sur lequel il sera visible de tout le monde, mais on ne veut pas non plus le garder que sur notre ordinateur, on a besoin de le partager parce que d'autres personnes attendent peut-être une partie du travail, ou juste pour en garder une sauvegarde. De cette façon-là, on pourra se permettre d'envoyer ces sources-là, elles seront donc gérées, et en créant un système de branches ou de tags, on pourra séparer totalement une version qui sera en cours de développement d'une version qui sera en production. Ainsi, on peut faire ce qu'on veut sur la version en développement, tant qu'on n'impacte pas la branche qui est en production, la production ne bougera pas. Ainsi, ça permet de faire les développements tranquillement, de les tester, de vérifier, de s'assurer que tout est bon. Et le jour où c'est validé, on peut mettre en production ce qu'on a fait en développement. Il n'y a qu'à réaliser ce qu'on appelle un merge, c'est-à-dire à imbriquer les développements de la branche de développement dans la branche de production. Ainsi, toutes les modifications qui manquent, entre guillemets, vont être impactées sur cette branche de production et toutes les mises à jour vont se faire automatiquement et la production sera ainsi correctement installée. Après, s'il y a des trucs en plus à faire, si c'est un site web par exemple et qu'il faut jouer des scripts sur la base de données, qu'il faut les faire à la main, ça peut être fait à la main, ça peut être aussi fait automatiquement, mais c'est un autre sujet. Bref, ça permet vraiment de séparer le travail et du coup de s'assurer que tout marchera toujours. Et si jamais pour une raison ou une autre on se rend compte au dernier moment que ce qu'on vient de mettre en production ne marche pas, on n'a qu'à revenir à l'état précédent. Donc avec le système de tag qui était mis en place, c'est relativement simple. Il suffit juste de dire que telle version que l'on vient de mettre, qui est donc une branche, porte le tag version 1.0 par exemple. Et donc on livre la version 1.0. Si plus tard on livre la version 1.1 et qu'on voit qu'il y a un problème, automatiquement on lui dit non, finalement tu vas remettre la version 1.0 et tout le processus va être refait à l'inverse, quasi instantanément. C'est surtout ça la puissance, c'est que comme on traite des fichiers texte majoritairement, c'est vraiment ultra rapide de passer d'une version à l'autre et surtout de revenir en arrière. Autant avancer peut prendre du temps, parce qu'il faut le temps que la copie locale se mette à jour, mais une fois que l'historique local est à jour, ça va vraiment super vite. Ce qui fait que si quelque chose qui a besoin d'être livré peut mettre par exemple 5 minutes à être livré, ce qui est déjà relativement rapide, pour revenir en arrière, ça ne prendra même pas 10 secondes, puisque la version locale se souviendra de ce qui s'est passé. Ce que j'entends par version locale, c'est la version historique, mais sur le serveur ou sur le poste sur lequel on veut mettre à jour. À ne pas confondre avec la version serveur, qui est celle sur laquelle on a installé le gestionnaire de version. J'espère que j'ai été clair, que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire si vous reste une question ou si vous voulez partager votre expérience sur le sujet, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.